ministre, le président de la République, revenir sur la nécessité pour le gouvernement de prendre des mesures de facilité. Donc ce soir, vous pouvez bien comprendre que nous avons le privilège d'avoir Daniel Mukoko Samba, qui est vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale. C'est sa première participation au briefing. On ne va pas faire l'économie de sa présentation, même s'il ne faut plus les présenter. Ancien vice-premier ministre, ministre du budget, professeur des universités. Je vais m'arrêter là. Daniel Mukoko, ce soir, nous vous avons au briefing, non pas dans vos différentes casquettes précédentes, mais comme ministre de l'économie, c'est lui qui va aider le président de la République et la première ministre à réussir le défi, notamment de la stabilité du taux de change, parce que vous êtes aussi président la plus grande commission du gouvernement, économie, finances et reconstruction, mais aussi dans l'amélioration du quotidien de Congolais. Monsieur Daniel Mukoko, qu'est-ce que vous pouvez dire de ce que vous avez déjà commencé à entreprendre depuis notre investiture au 12 juin et qui doit sortir bientôt à la baisse du prix des denrées de première nécessité, mais aussi du carburant, parce que c'est aussi un sujet que vous abordez. Vous avez la parole. Merci bien. Je pense que ce dont nous allons parler ce soir concerne chaque ménage congolais. Et les ménages congolais passent de moments difficiles. Le panier de la ménagère coûte cher, les prix n'ont pas cessé d'augmenter d'année en année, mois après mois. Et le président de la République nous a instruits pour que l'on desserre l'étreinte qui entoure le panier de la ménagère dans ce pays. Les mesures qui ont été prises par le gouvernement le vendredi dernier, au cours de la 8e réunion du Conseil des ministres, c'est des mesures qui devraient avoir des effets rapides sur les prix. Il s'agit d'abord d'un ensemble de produits qui ont été cités. Il s'agit du maïs, de la farine de maïs, il s'agit du lait en poudre, du riz importé, des volailles, des poissons, de la viande, de l'huile végétale. Il s'agit donc des produits qui sont consommés de manière régulière par les ménages congolais. Et qu'est-ce qui est envisagé? Ce qui est envisagé n'est pas très différent de ce que le gouvernement fait déjà sur le prix des produits pétroliers. Aujourd'hui, nous savons tous que nous achetons le litre d'essence à 3 475 francs et que l'on achète le litre de gasoil à 3 465 francs. Mais sachez que chaque fois que vous achetez un litre de carburant, vous ne payez qu'une partie du prix que coûte ce litre. Parce que l'autre partie est supportée par le gouvernement. En d'autres termes, le gouvernement subventionne les prix des produits pétroliers. Et nous ne parlons pas d'une subvention de 200 francs ou de 300 francs, nous parlons d'une subvention qui va de 2100 francs le litre à 2300 francs le litre. En d'autres termes, si le gouvernement avait laissé la vérité des prix, on achèterait le litre de carburant à 5300, 5400 francs le litre. Et d'ailleurs à ce sujet, cette partie-là, cette quotité qui est prise en charge par le gouvernement, qui n'a pas été régulièrement payée par le gouvernement aux sociétés pétrolières, parce que vous comprenez bien que dans ces conditions, les distributeurs de produits pétroliers vendent à un prix qui est 2100 à 2300 francs, inférieur au prix auquel ils ont convenu avec le gouvernement de vendre le produit, et ils attendent en retour que ce manque à gagner leur soit remboursé par le gouvernement.
à fin décembre 2023, c'est une ardoise de près de 285 millions de dollars que le gouvernement doit aux distributeurs pétroliers. Et si on extrapole jusqu'à fin juin 2024, ce serait une bagatelle d'à peu près 400 millions de dollars que le gouvernement s'est engagé à rembourser aux distributeurs de produits pétroliers pour que ceux-ci continuent à approvisionner les stations et que le carburant ne manque pas dans le pays. Nous parlons des prix des produits de première nécessité. Une bonne partie de ces produits sont importés. Qu'est-ce qui augmente le prix des produits pétroliers? Parce que ce que le gouvernement a décidé de faire, c'est d'agir là où lui peut agir. Il n'est pas question pour le gouvernement d'imposer le prix. Mais nous avons regardé ce qui constitue ce prix. Lorsqu'un sac de riz est importé, il coûte ce que l'importateur a payé à son fournisseur. Si vous ajoutez à ce prix le fret maritime, vous ajoutez l'assurance, vous avez la valeur CIF. Et sur cette valeur CIF, c'est les lois de la République, il faut payer les droits d'entrée à l'importation. Mais à part les droits d'entrée à l'importation, ce n'est pas vous, vous qui suivez l'actualité économique que je vais l'apprendre. Vous avez une longue série de prélèvements qui vont de la taxe de promotion industrielle qui va au FPI. Sur cette taxe de promotion industrielle qui va au FPI, il y a deux quotités qui financent l'ANAPI, l'Agence nationale de promotion des investissements. Vous avez également l'OCC qui vient prélever des frais de labo, vous avez l'OCC qui vient prélever des frais de vérification, vous avez également l'OGEFREM qui vient prélever une commission, vous avez l'OGEFREM qui vient prélever la FERI, vous avez l'OGEFREM à qui il faut également payer l'attestation de destination. Vous avez la redevance rémunératoire informatique qui est censée financer l'informatisation de la douane. Vous avez les lignes maritimes congolaises qui doivent également recevoir une part. Vous avez l'ONATRA qui doit également recevoir sa part. Lorsqu'on parle du port de Matadi, si je prends l'exemple d'un produit qui entre par le port de Matadi. Et puis vous avez d'autres prélèvements qui ne sont pas dans le document appelé bulletin de liquidation, qui est le document qui doit en principe contenir tout ce que l'importateur doit payer. Donc vous avez d'autres frais qui sont hors ce bulletin de liquidation. Je vous donne un exemple. Vous devez payer Ségus, vous devez payer AUFS, vous devez payer DGM heures supplémentaires, vous devez payer DGM frais port marin, vous devez payer DGM et ainsi de suite. À la fin, le prix de ce sac de riz a été multiplié par... Parce qu'en plus, l'importateur après, quand il a fini de payer tout ça, il doit payer le coût de transport pour faire partir ce sac de riz de Matadi à Kinshasa. Et il va payer bien sûr l'assurance, ainsi de suite. Et puis il va mettre sa marge bénéficiaire de 10% pour avoir le prix de vente. Mais avant d'arriver à sa marge bénéficiaire, on a déjà multiplié la valeur de cette marchandise par 2 à cause de ces différents prélèvements. Sur ces différents prélèvements,
vous avez une partie qui va directement au trésor public. C'est tout ce qui est droit d'entrée à l'importation. Ça, c'est le droit de douane. C'est dans la loi. Et puis, vous avez la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée. Mais en dehors de ce montant, tous les autres prélèvements vont financer les différents établissements publics, OGFREM, OCC, DGDA, FPI, ANAPI, ce que le gouvernement voudrait faire pour ces produits qui sont les produits les plus consommés par les ménages congolais, c'est de dire, moi je vais vous enlever cette brique, pour cette autre brique, je vais diminuer son coût de 50%, pour la troisième brique, je vais diminuer son coût de 40%, tous les autres prélèvements qui ne sont pas prévus dans la structure régulière des prix des biens ou dans le bulletin de liquidation, je vais les supprimer. L'effet immédiat devrait être que le prix de revient de ce produit va diminuer. Et si le prix de revient de produit diminue, le commerçant n'a qu'à ajouter sa marge bénéficiaire, il s'en suivra que le prix de vente va également diminuer. Voilà le premier paquet de mesures que le gouvernement a prises. Sur les écrans, donc ceux qui nous suivent à la maison peuvent voir les produits concernés ainsi que les actes qui ont été pris pour étayer la communication que vous faites, Monsieur le Vice-Premier ministre. Effectivement. Et bien sûr que ces dispositions, ces décisions ont un coût. Parce que jusque-là, on collectait une ressource. Cette ressource, l'État décide de ne plus la collecter. Je vous donne un exemple. Sur les droits des douanes, il a été décidé de les réduire de 50%. Sur la redevance rémunératoire informatique, qui est quand même de 2,25% la valeur CIF. Il a été décidé de la supprimer pour ces 9 groupes de produits. Et le gouvernement va demander aux établissements publics qui vivaient de ces ressources de faire des efforts internes, soit de diminuer leurs charges, parce que entre faire vivre des établissements publics à qui l'État a donné des missions, mais le faire aux dépens de l'ensemble de la population, le choix est clair. Ici, le gouvernement a privilégié l'intérêt général pour redonner du pouvoir d'achat aux ménages congolais de manière directe. Ça, c'est le premier paquet de mesures. Évidemment, vous allez me demander, ça va entrer en vigueur quand? Ça va entrer en vigueur le plus rapidement possible, sous la forme d'un décret que son Excellence Madame la Première ministre va prendre, pour nous assurer que ce qui a été décidé par le gouvernement sera appliqué par les services publics concernés au cordon douanier. Mais vous comprenez bien que maintenant que nous parlons, il y a des sacs de riz qui sont dans le pays, qui sont rentrés avant ces mesures, avant ces décisions du gouvernement. Et donc qui ont déjà payé le coût complet. Au courant de cette semaine, en tant que ministre de l'économie nationale, je vais m'asseoir avec les importateurs pour que nous nous mettions d'accord de la manière dont les mesures, les décisions du gouvernement vont produire leurs effets dans le meilleur délai possible. Il va s'agir de certifier les stocks pour qu'on s'assure que si vous aviez 1000 en stock, que vous ne veniez pas nous dire demain que vous aviez 2000. Et les stocks, nous allons les certifier sur PV. De cette manière, nous pourrons établir une ligne de démarcation entre les stocks anciens qui avaient déjà supporté la totalité des prélèvements et les stocks nouveaux qui ne supporteront qu'une partie de ces prélèvements.
nous n'allons pas nous arrêter là. Nous n'allons pas nous arrêter à certifier les stocks. Nous allons également nous atteler à vérifier que les diminutions qui sont attendues du prix de revient ne sont pas capturées par les importateurs, que ces gains sont réellement passés aux consommateurs qui devraient en bénéficier. Pour certains produits, ce sera des réductions de 20%. Pour d'autres produits, ce sera des réductions un peu plus élevées. Évidemment, là, nous parlons des prix au niveau de l'importateur, mais comme vous le savez, l'importateur, lui, il a aussi un circuit de distribution. Les chinchards sont vendus à des demi-grossistes qui vont les vendre à des détaillants. Nous ferons le suivi à ces différents niveaux de distribution parce que nous allons nous assurer que les diminutions, les baisses de prix qui sont attendues vont profiter aux ménages, aux consommateurs et aux consommateurs seuls. Et les agents économiques, les opérateurs économiques qui tomberont sous le coup de fautes que nous considérons comme graves, qui essaieront de garder par devers eux une partie de ces baisses, ils feront l'objet de sanctions sévères, de sanctions très sévères de la part du gouvernement. Voilà, dans un premier temps, expliquer l'essentiel des décisions relatives aux mesures quantitatives que le gouvernement a prises le vendredi dernier pour soulager le panier de la ménagère. Monsieur le vice-premier ministre, évidemment, nous allons prendre les questions des médias, mais il y a un aspect important que vous avez évoqué ici. Vous avez parlé des importateurs et de la possibilité de les sanctionner, d'une part, mais d'autre part, ils vous diront beaucoup de barrières sur la route, en dehors des coûts qu'ils payent à l'arrivée à la douane, mais il y a des tracasseries. Est-ce que vous avez pensé à leur donner une réponse à ce type de préoccupations pour être sûr que le gouvernement en amont a pris toutes les mesures pour leur débarrasser de toute forme de prétexte, parce que le président de la République l'a dit, le gouvernement sera intraitable pour tous les spéculateurs. Effectivement, vous savez, là on a parlé des prix des biens importés, mais maintenant on peut se demander pourquoi les prix des biens locaux également augmentent de prix. Bon, tout le monde sait que dans une économie dollarisée, lorsque le taux de change varie, les différents agents essayent d'ajuster également leur propre pouvoir d'achat en augmentant les prix de leurs biens, même lorsqu'il s'agit de biens qui ne sont pas entrés en vigueur. Mais une bonne partie du coût élevé des produits locaux, mais c'est la même chose pour les produits importés, c'est les barrières. Le nombre de barrières sur nos routes est tout simplement hallucinant. Hallucinant. Évidemment, les Congolais vont dire oui, mais ça on le dit depuis des années, on fait des contrôles et puis ça ne finit pas. La meilleure façon pour que ça finisse, c'est que les citoyens congolais participent aussi à cette lutte. Qu'ils dénoncent cet état de choses, qu'ils cessent de vivre avec, qu'ils cessent de considérer que c'est normal que sur une route de 300 km, de 200 km, que vous subissiez 15 barrières. Le ministre du Développement rural nous a fait état récemment de son dernier voyage au Kasaï, où sur un parcours de 150 km, il a compté une quinzaine de barrières et à chaque barrière, les commerçants doivent laisser un montant. Eh bien, la société civile doit se lever. Le gouvernement, cette semaine déjà, une réunion va être présidée par Madame la Première ministre. Elle réunira le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, le vice-premier ministre, ministre de la Défense, le vice-premier ministre, ministre de l'Économie, le ministre d'État, ministre de la Justice, monsieur le ministre de la Communication et des Médias et d'autres services, parce que ces barrières sont tenues par qui? Ces barrières sont tenues par la PNC, par la police, par l'armée, par d'autres services de sécurité
Mais le plus souvent aussi, ils sont reconnus par le gouverneur de province, ils sont reconnus par les administrateurs de territoire. Et autant le gouvernement va prendre des sanctions et de décisions énergiques par rapport à cette situation, autant nous appelons la société civile, vous, nos amis de la presse, de dénoncer, et la population en général, de ne pas se laisser faire. De ne pas se laisser faire. Il n'y a pas plus forte, comment je dirais, mesure de dissuasion qu'une demande sociale, une demande de la société pour dire non, stop à ces tracasseries sur les routes. On le voit, non? Sur nos routes, si vous prenez la route Matadi-Kinshasa, ce geste familier du chauffeur qui a déjà prévu un montant qu'il laisse à chaque policier, à chaque barrière, au vu et au su des passants, de passagers qui trouvent cela normal. Je crois que le moment est venu que nous commencions aussi à dire ce n'est pas normal. Parce que, en dernière analyse, c'est chacun de nous qui paye. Ces petits paiements aux différentes barrières finissent par se répercuter sur le prix de vente du sac de foufou, du sac de makala, de la botte de pondou que vous achetez au marché UPN ou que vous achetez au marché de la Liberté. Voilà, Monsieur le Vice-Premier ministre, nous aurons l'occasion de revenir parce que vous avez parlé des dénoncés, de l'implication de la population. Nous avons des informations que certains importateurs spéculent notamment sur le taux d'échange. On verra la corrélation entre stabilité macroéconomique et réduction de prix. On va commencer la série des questions avec... Si je peux justement, monsieur, parce que ce point-là est très important, si je peux dire un mot. Je vous en prie. Vous circulez dans Kinshasa, le taux de change, il oscille entre 2800, on va dire 40 à 2850, 2855. Vous interrogez les statistiques de la Banque centrale, on vous donne le taux, qu'il s'agisse du taux interbancaire, il est dans ces fourchettes-là, au moment où nous parlons. Alors comment expliquer qu'un grand distributeur de produits vivriers communique chaque matin à ses agents commerciaux un taux qui, je vous donne un cas concret, mercredi il est à 2870, jeudi il passe à 2880, vendredi il est à 2890. Bien au-delà, 40 francs, 50 francs, au-delà de la fourchette du taux interbancaire ou du taux parallèle. On va dire quoi? Qu'il anticipe que le franc va continuer à se déprécier et qu'il veut se protéger à l'avance? Ou bien il spécule? En réalité, il spécule. Ça signifie qu'il va gagner et sur le bien qu'il vend et sur le change. Et les mamans, quand elles vont acheter dans les chambres froides, quand elles vont dans ces magasins, généralement, elles posent cette question aux Ozwanatonines. Et le taux qu'on lui communique n'a rien à voir avec le taux sur le marché de change. Ce sont ces pratiques que nous dénonçons, que nous allons sanctionner de la manière la plus vigoureuse. Si vous vendez le poisson chinchard, vendez le poisson chinchard, faites le bénéfice sur le poisson chinchard, arrêtez de spéculer sur le taux de change. Arrêtez de pousser le taux de change au-delà de ce qui se passe réellement sur le marché de change. Nous pensons que les importateurs, avec leurs complices, les grands bureaux de change, avec leurs complices dans certaines banques commerciales, devraient arrêter de spéculer sur la valeur du franc congolais, d'anticiper la dépréciation du franc congolais, parce qu'au moment où nous parlons,
les efforts qui ont été faits sur le plan budgétaire pour diminuer les dépenses, contenir les dépenses, sans sacrifier les dépenses les plus importantes. Les salaires sont payés dans le mois. Les paiements aux provinces sont aujourd'hui faits dans le mois. Les rétrocessions aux ETD ont repris à être faites dans le mois. Donc, sans sacrifier ces dépenses qui sont indispensables pour que le pays fonctionne, tout en continuant à financer l'effort de guerre, parce que n'oublions pas que nous sommes en guerre, tout en continuant à financer l'effort de guerre, mais nous avons réussi à contenir les dépenses publiques pour créer des marges de trésorerie. Et ces marges de trésorerie qui ont été annoncées, j'ai vu dans beaucoup d'organes de presse, ont publié aujourd'hui le fait qu'à fin juillet, nous étions à près de 1100 milliards de francs congolais de marge de trésorerie. Quelle est l'importance de ces marges de trésorerie? C'est de nous permettre justement d'être capables de payer les salaires du mois qui commence avec ce que nous avons pu garder sur le mois qui vient de terminer. Parce que ça nous coûte quoi les salaires? 865 milliards de francs chaque mois. C'est près de 280 millions de dollars que le gouvernement paye chaque mois pour payer les 1 600 000 agents publics de l'État, armée et police compris. On ne va pas tout ça en 2 mois. C'est illustratif de l'effort qui est fait sous la conduite de la première ministre Judith Suminwa. Et je dois rajouter que le président de la République, en tout cas pour ce qui concerne les spéculateurs, que ce soit les importateurs ou certains cas de banque, le ministre de la Justice sera mis à contribution pour s'assurer que tous vont essayer de contrevenir, puissent rencontrer la rigueur de l'État. On va commencer avec Faustin Kodiassala, la série de questions. Pichou Moulumba, puis ce sera Jérôme Sekana. Faites un effort pour être assez bref parce que nous avons déjà pris du temps d'antenne pour le journal de la RTNC, mais le sujet est tout aussi important pour les populations qui nous suivent. Et j'espère que, monsieur le vice-premier ministre, nous vous direz quelques mots à Lingala pour terminer en spécifiant les produits qui sont concernés pour nos mamans. Merci. Vous avez la parole, monsieur. Merci, Excellence, pour la parole. J'ai deux petites questions. La première, c'est sur le prix, sur les produits pétroliers, Excellence. Vous savez que les produits pétroliers sont des matières tellement sensibles qui ont des effets induits sur le consommateur final. Je sais qu'au niveau du gouvernement, vous avez misé sur 3 scénarios, dans le but certainement de réduire dans la mesure du possible les manques à gagner que le gouvernement supporte sur les prix des produits pétroliers. Est-ce qu'aujourd'hui, à ce jour, si on doit se rappeler de ce que l'ancien Premier ministre Etienne Tshisekedi, de heureuse mémoire, avait dit en son temps, avec la vérité des prix, est-ce que dans le secteur pétrolier, vous êtes en mesure aujourd'hui d'appliquer la vérité des prix? Et la deuxième question, c'est par rapport à toutes les mesures que vous avez annoncées. Votre collègue du commerce avait dit, je l'ai suivi dernièrement, il a dit 60% de la cherté des prix de première nécessité sont dus aux importations. Donc on suppose que quelque part, il y a un déficit au niveau de l'offre intérieure. Or, avec toutes vos mesures que vous prenez, et si on doit les superposer avec les mesures de la Banque centrale du Congo, qui recommande depuis toujours une politique monétaire restrictive, vous êtes enseignant en économie, vous savez qu'une politique monétaire restrictive, c'est entre autres asphyxier la demande, comprimer les investissements, et quelque part nous sacrifions la croissance. Si au départ, il n'y a pas une offre intérieure, et qu'en même temps, vous prenez des mesures pour étouffer la même offre, quelque part, c'est comme si vous êtes dans un cercle vicieux. Est-ce qu'il y a pas de sortie sur des sentiers bâtis quelque part? La troisième question, c'est une question bonus. C'est par rapport aux opérateurs économiques de l'Est. J'ai l'impression que vos mesures sont totalement concentrées vers l'Ouest. Or, dans sa dernière interview, le président de la République avait insisté sur ce point-là. Il faut accompagner ces opérateurs économiques de l'Est. Qu'est-ce qui est prévu pour eux? Merci. Voilà, merci. Monsieur le vice-premier ministre. Merci bien. D'abord sur les prix des produits pétroliers. Vous me demandez si aujourd'hui nous pouvons appliquer la vérité des prix. La réponse est non.
Si nous appliquons la vérité des prix aujourd'hui, le litre de carburant passe à 5 300, 5 400 francs. Ce que nous faisons, ce que le gouvernement fait, c'est de contenir le manque à gagner, c'est de diminuer le manque à gagner, c'est-à-dire progressivement de diminuer cet écart entre le prix vrai et le prix à la pompe. Comment on va le diminuer? Parce que dans le prix vrai, vous avez tous les éléments qui doivent rentrer dans les calculs du prix. Au cours de la dernière réunion du Conseil des ministres, vous avez suivi que dans sa communication, le chef de l'État est revenu sur le prix moyen frontière commerciale. Les 3 options auxquelles vous faites allusion concernent justement le prix moyen frontière commerciale. Le président nous a demandé de travailler sur cet élément, qui est l'un des 3 éléments qui impactent le prix des produits pétroliers. Les 2 autres étant le volume vendu et le taux d'échange. Donc, stabiliser le taux d'échange, c'est stabiliser le prix des produits pétroliers. Faire en sorte qu'il y ait plus de volume, c'est également diminuer le prix des produits pétroliers. Et le 3e élément, c'est cet élément-là du prix moyen frontière sur lequel nous allons travailler. Nous n'avons pas encore la solution définitive, mais nous allons travailler pour avoir une certaine maîtrise de cet élément qui jusque-là est un peu, on va dire, un facteur externe. Parce que les produits pétroliers sont achetés de plusieurs sources à des prix différents. Et cet élément du prix moyen frontière commercial, c'est l'élément sur lequel le chef de l'État nous a demandé de travailler en examinant différentes options et dans un très proche délai, le ministre des Hydrocarbures et moi-même, nous avions d'ailleurs anticipé cette réforme parce que nous avons aujourd'hui toute une feuille de route pour nous permettre de diminuer les manques à gagner qui aujourd'hui tournent autour d'à peu près l'équivalent de 15 millions de dollars le mois. 15 millions de dollars le mois, mais ça c'est le chiffre récent alors qu'on est parti de périodes où le manque à gagner pouvait atteindre 40 millions de dollars le mois. Donc il y a déjà un effort qui a été fait et nous allons continuer à faire cet effort de manière à ce qu'on puisse diminuer la subvention. Je vous ai dit, c'est 2100 francs à 2300 francs par litre supporté par le gouvernement. Votre deuxième question, vous parlez si j'ai bien compris, vous parlez du déficit de l'offre intérieure. Le gouvernement ne dit pas que la solution définitive à tous nos problèmes économiques, c'est dans les décisions qui viennent d'être annoncées. Non. La solution, elle se trouve bien sûr dans l'augmentation de l'offre intérieure. Je vous donne un seul exemple d'un des produits ici, le maïs. Aujourd'hui, la RDC produit en moyenne 3 millions de tonnes de maïs lent. Et la RDC consomme en moyenne 13 millions de tonnes de maïs chaque année. Ça signifie que nous traînons chaque année 10 millions, un déficit de 10 millions de tonnes de maïs. N'est-ce pas? Et pour un produit comme le maïs, qui n'a pas de produit de substitution, si vous allez dans les Kasaï, vous n'allez pas dire c'est le maïs ou la pomme de terre. C'est le maïs, c'est le maïs. Et vous avez là des zones qui sont assez éloignées des frontières. Pour le maïs qui rentre par le Katanga, qui doit monter vers le Kasaï par le chemin de fer, vous n'avez pas le train chaque semaine. Et puis nous avons un grand déficit dans le pays, c'est le déficit d'infrastructures de stockage. Dans les Kasaï aujourd'hui, vous ne pouvez pas stocker 100 000 tonnes de maïs. Il n'y a pas de silo, il y a de grandes capacités pour stocker le maïs. Donc vous avez comme ça des zones où, à cause des délais de réapprovisionnement, vous aurez régulièrement des ruptures de stock qui font que les prix
le prix a augmenté. Ce que le gouvernement est en train de faire, quand vous avez un déficit de 10 millions de tonnes, vous parlez au gouverneur du Haut-Katanga, il vous dit, moi, pour passer la période la plus difficile, pour la seule province du Haut-Katanga, pour passer la période la plus difficile, qui va d'octobre à février, j'ai besoin d'1 million de tonnes de plus. Pour la seule province du Haut-Katanga. Mais ce million de tonnes, aujourd'hui, nous ne l'avons pas. Nous devons commencer à le produire localement. À le produire localement. Je souhaite exactement savoir, quand la Banque centrale plafonne son taux directeur à 25%, est-ce qu'il vous rend service par rapport à toutes vos mesures? Le taux directeur, parlons, je sais que toute la presse s'est émue après la dernière réunion du comité de politique monétaire sur le fait que la banque ait maintenu son taux directeur à 25%. Professeur en cette qualité-là, Oui. parlez-nous en français facile. En français facile. Lorsque vous dites taux directeur, qu'est-ce que les Congolais doivent comprendre par taux directeur et comment cela s'impacte dans ce que nous disons ce soir? La Banque centrale est une banque. Comme banque, elle prête. Elle prête à qui? Elle prête aux banques commerciales, n'est-ce pas? Elle prête à un taux. Pour ne pas l'appeler taux directeur, on va l'appeler le taux mère. C'est le taux, parce que la Banque centrale, c'est la banque des banques. C'est la mère des banques. C'est la mère des banques. Mais, dans le cas précis, je crois que nos amis de la presse devraient bien comprendre ça. Précis. La Banque centrale, quel rôle elle joue en cette matière? Le rôle qu'elle joue, c'est le rôle de régulation de la liquidité. Pour faire simple, le rôle de la Banque centrale, c'est un peu d'essuie-glace. Vous jetez de l'eau sur le pare-brise, la Banque centrale vient essuyer pour que le chauffeur ait une bonne visibilité. Qu'est-ce que la banque vient essuyer? La banque vient essuyer toutes les dépenses que vous faites qui vont gonfler les comptes dans les banques. N'est-ce pas? Quand l'État dépense, paye dans le compte de quelqu'un, ses encaisses augmentent. À un moment donné, vous pouvez avoir un niveau de liquidité qui est au-delà du niveau de liquidité nécessaire. C'est un peu comme si vous avez plus de sang que nécessaire dans votre corps. Et ces liquidités excédentaires ont tendance à aller sur le marché de change. Et ça va bouleverser le taux de change. Donc qu'est-ce que la Banque centrale doit faire? La Banque centrale doit venir retirer cette partie de sang qui n'est pas nécessaire pour que le corps, pour que l'organisme qu'est notre économie fonctionne normalement. Comment la Banque centrale vient retirer ce sang excédentaire? La Banque centrale le fait en vendant le bon BCC. La banque vend un titre. C'est un document qui dit ça vaut autant, je vous payerai un taux d'intérêt d'autant. Et c'est ce taux directeur qui va s'appliquer à ce moment-là. Maintenant, qui vont venir acheter? Ce sont les banques commerciales qui vont venir acheter ces bons. Mais les banques vont regarder quoi? Elles vont regarder, moi je mets mon argent, Combien je gagne? je vais gagner combien? Mais le taux d'inflation est de combien? Si le taux d'inflation est supérieur au taux d'intérêt, je ne veux pas acheter, parce que je vais perdre de l'argent. Tout à fait. Donc la banque fixe le taux directeur pour que le taux reste supérieur au taux d'inflation. Lorsque la banque avait relevé les taux l'année dernière, je pense au mois de août peut-être, à ce moment-là, le taux était parti de 11, je crois. On est parti de 11% à 25%, parce qu'à ce moment-là, le taux d'inflation était à 16-19%. Donc ça signifie que quand la Banque centrale veut vendre les bons, personne ne vient les acheter, parce qu'ils ne sont pas attractifs. Donc la banque est restée prudente, la Banque centrale, je ne suis pas porte-parole de la Banque centrale, mais elle a voulu rester prudente
pour garder le taux directeur à ce niveau-là, mais elle a quand même pris une autre mesure. Elle a relevé le coefficient de réserve obligatoire, toujours dans le but d'éponger ces liquidités pour qu'elles n'aillent pas sur le marché de change. Qu'est-ce que nous faisons pour l'Est? D'abord, les décisions qui ont été prises vont s'appliquer sur le territoire, sur l'ensemble du territoire national. Bien entendu, nous avons fait des simulations à partir de données que nous avons dans la zone ouest, mais elles vont s'appliquer à toutes nos frontières, qu'il s'agisse de la zone sud ou de la zone est. Mais pour le moment, il y a des travaux en cours pour envisager des mesures spécifiques en faveur des opérateurs économiques opérant dans les, excusez-moi la tautologie, opérant dans les zones sous état de siège. Ces mesures, ces décisions seront annoncées très rapidement lorsqu'elles auront été finalisées. Mais très probablement, il va s'agir aussi de certaines mesures ou de décisions d'allègement parafiscal ou d'allègement fiscal pour soutenir les opérateurs économiques qui œuvrent dans des conditions difficiles à cause de la situation de guerre. Voilà, on va prendre rapidement les questions de M. Pichou Moulumba, puis ce sera Jérôme Sekana. Merci pour la parole, Monsieur le ministre. Je fais un focus sur les importateurs avec deux questions, Monsieur le vice-premier ministre. Il est évident que les mesures annoncées contre la vie chère suscitent de l'espoir chez les Congolais. Mais dans les cas où les importateurs résistaient à ces mesures, où des spéculateurs tiraient profit de la confusion, quelles actions envisagez-vous mettre en place pour y faire face? Vous parlez des actions sévères, j'ai noté, mais qu'est-ce que cela veut dire explicitement? La deuxième préoccupation, c'est que vous avez parlé des spéculateurs sur le marché des changes, un constat que nous avons également fait, et que les taux de change utilisés par les opérateurs économiques, en particulier les grossistes, ne correspondent pas aux taux officiels publiés par la Banque centrale. Les petits commerçants se plaignent de cette situation, vous êtes au courant. Vous avez encore évoqué des sanctions rigoureuses, mais quelles mesures précises comptez-vous prendre pour faire face à ces importateurs et à leurs complices éventuellement? Je vais vous répondre très simple. Je vais vous répondre de manière très simple et claire. Une réunion est prévue cette semaine entre le ministère de l'économie nationale et le ministère de la justice. Ces liquidités pour que nous regardions que prévoit l'arsenal juridique de notre pays par rapport à ce type de comportement. Et ce qui est prévu dans l'arsenal juridique en vigueur sera appliqué de la manière la plus sévère. Et en ce qui concerne les opérateurs économiques de nationalité étrangère, il n'est pas exclu que certains d'entre eux soient expulsés du territoire national lorsque nous aurons découvert, si nous découvrons, des personnes qui s'attellent à des pratiques qui n'ont pour finalité que de faire souffrir le ménage congolais. Je crois que c'est une question, on va dire, de l'État qui doit assumer son rôle. Oui, un opérateur économique doit se prémunir contre le risque de change, mais il ne doit pas être lui-même le créateur de l'instabilité sur le marché de change. Comme je vous ai dit, et j'aimerais insister sur ce point, vous savez, la science économique, il y a des gens qui disent que ce n'est pas une science exacte, donc 1000 économistes, 1000 théories. Mais ce qui est clair, c'est qu'un gouvernement qui finit le mois de juillet avec une marge de trésorerie de l'importance que vous connaissez, en d'autres termes, ça signifie quoi? Ça signifie qu'il n'a pas injecté de liquidités dans le système. Des liquidités qui auraient pu aller bouger le marché de change. Et en même temps, vous avez une banque centrale. Parce que regardez, je vais vous dire une chose. Demandez à Madame la gouverneure de la Banque centrale. Elle va vous dire que très souvent la banque dit « je suis disposé à vendre des devises ». Et puis elle constate que les banques commerciales ne viennent pas acheter des devises.
Pourquoi ils ne viennent pas acheter des devises? Parce qu'elles en ont assez entre elles. Alors, si elles en ont assez entre elles, c'est-à-dire elles savent échanger des devises entre elles, mais c'est devises contre francs congolais. Alors qu'est-ce qui bouge? Qu'est-ce qui fait que le taux d'échange bouge? C'est des questions que l'on doit se poser. Ces miniers, parce qu'il y a aussi des miniers qui exigent de banques un taux préférentiel, un taux d'échange préférentiel, parce qu'eux, ils ont des grosses sommes à échanger. Et ils estiment que le taux du marché ne leur convient pas et qu'il faut qu'on leur fasse une faveur. Ce sont ces pratiques-là que nous dénonçons et ce sont ces pratiques-là que nous allons sanctionner de la manière la plus sévère en usant de tout l'arsenal juridique en vigueur dans le pays. Alors, le vice-premier ministre l'a dit tout à l'heure, quand il parlait de la nécessité, par exemple, pour la société civile de s'impliquer pour dénoncer certaines tracasseries. Ici aussi, nos mamans ou les hommes d'affaires ou les revendeurs peuvent aussi être ceux qui informent le gouvernement lorsqu'ils remarquent qu'il y a de telles pratiques de fixation de taux qui ne correspondent pas aux tels que le vice-premier ministre l'a dit tout à l'heure. Ici, la vigilance de Congolais est aussi nécessaire pour nous aider justement à repérer, et vous le savez, on va les dénoncer publiquement. Ça veut dire qu'en attendant qu'on regarde l'arsenal judiciaire, dès que mes collègues du gouvernement nous auront peut-être dit, voilà, telle entreprise, telle autre excède dans la spéculation, nous allons les dénoncer. Et en ce moment-là, on va s'assurer que tout le monde s'inscrit dans la ligne fixée par le gouvernement qui doit permettre aux Congolais d'améliorer leur pouvoir d'achat. On va évoluer avec M. Jérôme Sekana. Bonsoir et merci pour la parole. J'ai deux petites questions pour Son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Économie, et deux petites questions pour vous aussi, Excellence. Excellence, je voudrais comprendre si vous aviez fait des études pour essayer d'équilibrer le budget. Parce que amputer la DGDA des 50% des droits de douane, pendant que la DGDA a déjà perdu du côté des Bunagana d'Ichacha, ou des recettes, il n'y a que Kassindi qui est encore ouvert, c'est grave, dans la mesure où nous savons que ce que vous faites, c'est un peu une exonération, alors que dans chaque milliard de francs congolais que mobilisent les régies, il y a plus ou moins 400 millions qui se volatilisent, qui auraient dû être collectés, mais qui se volatilisent au titre des exonérations dérogatoires. Alors, est-ce que vous avez fait des études pour voir si ce que vous faites ne va pas déséquilibrer le budget de l'État, dans la mesure où vous avez en pipeline le collectif budgétaire? Parce qu'il faut calibrer le programme du gouvernement, mais également voir d'autres situations qui ont été constatées après le vote du budget. Qu'est-ce que vous avez fait dans ce sens-là? Ça, c'est de un. De deux, je voudrais quand même m'interroger à haute voix, Excellence. J'aurais bien voulu que ce soit Madame le gouverneur de la Banque centrale qui puisse être devant moi. Mais parce que vous êtes ministre de l'économie, vous maîtrisez ces choses. Nous avons un problème. C'est vrai, au mois de juillet, il y a une marge de manœuvre, ce qu'on peut qualifier d'excédent de 400 millions de dollars. C'est très bien. Cela prouve que les leviers de la politique budgétaire fonctionnent très bien. Mais qu'en est-il du levier de la politique monétaire? Parce que, comme vous le savez, la stabilité du cadre macroéconomique repose sur ces deux piliers. Donc la stabilité est bipède. Et il faut qu'il y ait des politiques budgétaires prudentes et monétaires prudentes. Mais de l'autre côté, on voit, nous savons, la Banque centrale a 6 milliards de réserves d'échange. C'est une bonne chose. On n'a pas encore atteint, depuis 10 ans, on n'avait pas ça. Mais on pouvait aller plus loin. D'autant plus que la Banque centrale n'applique pas la loi dans toute sa quintessence. Je prends deux petits exemples. Le rapatriement des devises issues de la vente des minerais à l'étranger. La Banque centrale est incapable d'aller contrôler les comptes RME des sociétés minières. La Banque centrale ne fait pas les suivis
c'est grave quand même. Et le pays vient de laisser sortir, exporter 1 milliard de dollars de Kibali Gold Mining. Pendant que nous avons besoin d'un matelas de devises. Et ce n'est pas tout. Vous avez, monsieur le ministre, regardez les cambistes des rues. Qu'est-ce qui empêche au gouvernement de prendre des mesures qui s'imposent pour mettre un terme à ça et obliger les gens d'aller changer dans des endroits appropriés où vous allez faire les contrôles? J'ai fini avec vous, monsieur le ministre. Excellence, monsieur le ministre de la Communication et Médias. J'espère que ce sera qu'une seule question. Non, non, non. Vous en avez déjà posé 3. Non, 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 ça c'est que 2. Excellence, monsieur le ministre. Comment vous comptez amener la population à s'approprier ces belles mesures? Je suis fier parce que je sais très bien que l'économie est entre les bonnes mains, connaissant très bien l'expertise de son Excellence, monsieur le ministre de l'économie. Parce que même s'il peut être un savant, s'il n'y a pas une bonne communication, en tout cas, ça va se solder à un échec puissant. Vous êtes le ministre de la Communication, qu'est-ce que vous envisagez? Et puis, Excellence, je voudrais que vous puissiez corriger quelque chose, parce que le ministre de l'économie vient de nous faire une bonne démonstration de l'esprit de l'interview du président de la République. J'étais choqué, en tant que journaliste économique, de voir comment les gens se sont moqués du président de la République, traîner son esprit, l'esprit de ce qu'il voulait dire dans les médias. Vous savez, le lapsus est humain. Tout le monde peut se tromper. Et j'étais révolté de constater que la communication présidentielle n'a pas corrigé. Et vous, en tant que porte-parole du gouvernement, je vous demande de corriger. Et je voudrais un commentaire du ministre. C'est quoi au juste? Attends. Le président de la République... Jérôme, s'il vous plaît. Excusez-moi, Excellence. Atterrissez rapidement. J'atterris. Quand vous suivez cette démonstration, le président de la République, dans son interview avec mon confrère Christian Le Soqueno, que je salue, il a voulu dire que je veux augmenter le pouvoir d'achat de la population, pas diminuer. Parce que nous vivons, le pouvoir d'achat du Congolais subit ce qu'on appelle une érosion. Et il faut corriger ça, il faut augmenter avec le salaire, qu'on puisse avoir beaucoup de biens, que ça puisse avoir une valeur marchande beaucoup plus importante. C'est ce que le chef de l'État voulait dire. Mais qu'est-ce que je n'ai pas entendu dans les médias? Alors, Jérôme... Alors, vos 2 questions sont là. S'il peut répondre d'abord à mes 2 premières. Alors, Jérôme, s'il vous plaît. Ouais. S'il vous plaît. Prof, nous sommes dans un exercice de redevabilité et donc nous avons toujours un peu cette ferveur et cette chaleur. Je veux vous apaiser parce que vous-même, vous y avez répondu. Le lapsus, il est humain. 400 millions. Parce que vous parlez d'opinion. De quelle opinion parlez-vous? Quel Congolais ne sait pas que dans les 6 engagements du président de la République, l'amélioration du pouvoir d'achat de Congolais, c'est le 2e après la création de l'emploi. Qui ne le sait pas dans toute la République démocratique du Congo? Je n'ai pas envie de rappeler que le président a été élu massivement. Deuxièmement, mais parce que vous parlez de ça, mais vous savez, tous les jours au briefing, je ne cesse pas de vous dire, dans le cadre du front médiatique, que nous sommes victimes de la manipulation. Parce que c'est lui qui suit les réponses du président. Lorsque le président commence à y répondre et lorsque ces lapsus arrivent, mais on comprend tout de suite. Mais alors, Jérôme, comment voulez-vous que nous puissions compter sur la bonne foi des personnes de mauvaise foi qui ont été les principaux relayeurs de ces lapsus? Ces lapsus a été, comme toujours, relayé. Vous savez que nous amenons la vérité, d'autres pensent pouvoir truquer la vérité par de mensonges. Comme ça s'est fait à renfort d'intelligence artificielle, et comme nous sommes dans un contexte démocratique, pluralité d'opinion, certains ne sont plus à le relayer, mais Jérôme, nous comme gouvernement, la réponse à donner, ce n'est pas de venir redire ce que le président de la République a dit qui devait être compris dans le cadre de ses propos, mais c'est de venir avec des réponses. Le président de la République est arrivé mercredi, aux premières heures de la nuit, et immédiatement après, nous avons tenu la première réunion restreinte du gouvernement, où les sujets abordés, les seuls sujets abordés, c'est celui-là. C'est un engagement politique majeur du président de la République. En 7 conseils de ministres, il en a parlé 2 fois dans ses communications. Alors nous sommes de bonne foi,
nous ne voulons pas prêter attention à ceux qui sont de mauvaise foi. Je vais terminer en disant, avant que le prof ne puisse répondre, mais nous vous avons vu. Au-delà de tout ce que nous pouvons dire, au-delà de la liberté des médias sur laquelle nous travaillons tous, vous êtes une personnalité de référence sur les questions économiques. Votre rectification ou votre explication du vrai sens des propos tenus par les présidents de la République suffit. Pour des personnes, je parle de personnes de bonne foi. Je rappelle aussi qu'on ne peut pas compter sur la bonne foi des personnes de mauvaise foi. Alors, sur la question que vous avez posée, l'autre volet de la question, comment on amène la population à s'approprier de telles mesures? Mais c'est justement lorsque nous faisons cette pédagogie et qui ne va pas s'arrêter là, parce qu'avec le prof, nous avons convenu, il y aura même des séquences en lingala. Mais c'est pour que vous, d'abord, vous puissiez comprendre, parce que lorsqu'on parle de il faut être initié à certains égards. Comprendre c'est quoi une exonération, comprendre c'est quoi les taux directeurs, effet essuie-glace qu'on nous a expliqué tout à l'heure. C'est pour ça que nous parlons à des initiés, pour qu'avec vous, nous puissions voir de quelle manière, avec la Banque centrale, le ministère de l'économie, encore les ministères concernés, notamment celui des finances, pour que nous puissions avoir une pédagogie qui permette aux uns aux autres de le comprendre. Et si vous regardez, pendant que ces briefings est diffusé, il y a des tableaux, il y a même des illustrations de produits concernés. C'est pour ça que je disais au début, monsieur le VPM, parce que nous finirons la dernière partie en lingala, il faut betali solo, il y a biloko miliki, biloko union seza concerné pour les Congolais comprendre biso. Donc voilà ce que je pouvais répondre, cher Jérôme. On va continuer évidemment les discussions comme de tradition. Monsieur le vice-premier ministre, en quelques minutes, pour répondre aux questions pertinentes de monsieur Sekana. En quelques minutes, cher Jérôme. Vous êtes dans les questions économiques. Est-ce qu'il y a un pays dans le monde qui, ces 2-3 dernières années, n'a pas pris de mesures pour protéger le pouvoir d'achat de ses populations? Tous les pays l'ont fait. Et ici, en République démocratique du Congo, aujourd'hui, nous avons deux fronts. Le front sécuritaire et l'autre, c'est ce front intérieur sur la question du pouvoir d'achat. Comme l'a dit le ministre Patrick Mouyaya, relisez l'allocution du chef de l'État du 30 juin. Il ne parle que de deux choses dans ce discours, dans ce message à la nation. Il parle de la situation de l'Est et il reconnaît qu'il sait que la situation de nos ménages n'est pas du tout aisée et qu'il va instruire le gouvernement pour que des décisions rapides soient prises pour soulager la ménagère. Je cite presque de mémoire, mais je crois que ce sont les mots qu'il a utilisés. Soulager le panier de la ménagère. Et par conséquent, j'ai commencé ma présentation en vous parlant de la subvention pétrolière. Elle coûte de l'argent, la subvention pétrolière. Ces mesures aussi, ces décisions aussi vont coûter de l'argent. Dans notre jargon, n'est-ce pas, on appelle ça la dépense fiscale. Parce que même dans le prix des produits pétroliers, si nous ne mangeons pas une partie des restes de la fiscalité, le prix vrai serait encore plus élevé que le 5400. Donc ici, laissez-moi vous dire, cher Jérôme, le gouvernement a agi comme le chirurgien dont la main ne doit pas trembler lorsqu'il touche le bistouri. Nous savons qu'il y a une dépense que ça va nous coûter. Oui, nous aurons une loi rectificative des finances qui va être déposée au Parlement au mois de septembre pour cet exercice 2024. Et donc, cette dépense fiscale sera prise en compte dans cette loi rectificative des dépenses. Mais entre maintenir ces recettes et soulager le panier de la ménagère, le choix a été fait pour soulager le panier de la ménagère. Et de toutes les façons,
quand le prix baisseront, n'est-ce pas que les gens pourront consommer un peu plus? Et puis on n'a pas démantelé les taxes sur l'ensemble des biens qui sont importés. On a démantelé une partie de la fiscalité, de la parafiscalité sur un ensemble de 9 types de produits. Donc il y a également cet exercice qui a été fait pour que la dépense fiscale ne soit pas trop élevée. Et croyez-moi, ces décisions seront complétées par d'autres décisions. Parce que vous allez peut-être croire que nous avons trouvé la recette magique. Non, nous savons, ça c'est la première phase. La deuxième phase, ça va être la lutte contre les pratiques commerciales de type commerce triangulaire, n'est-ce pas? Le chinchard pêché au large de la Namibie, pays d'origine Namibie, pays de facturation Luxembourg. Et la maison qui vous facture appartient en réalité au même importateur qui est ici à Kinshasa. Alors vous cumulez les marges bénéficiaires, la marge bénéficiaire de la société qui a facturé, la marge bénéficiaire de la société qui a importé. Si vous ajoutez le fait que le même importateur est transporteur, qu'il est chargeur, vous avez ce cumul des marges bénéficiaires qui font qu'en définitive, les biens coûtent beaucoup plus cher. Donc, oui, nous sommes conscients que ces décisions vont coûter de l'argent au gouvernement. Le choix a été fait entre et soulager le panier de la ménagère. Le moment est venu de soulager le panier de la ménagère. De la même manière que le choix a été fait depuis plusieurs années qu'entre faire payer aux Congolais le prix vrai des produits pétroliers et leur venir en aide, parce que si aujourd'hui, vous êtes d'avis avec moi, que si les 2300 francs que l'État paye par litre étaient payés par le consommateur, c'est tous les biens qui coûteraient beaucoup plus cher, en commençant par les services de transport. Quant au levier de la politique monétaire, bon, vous savez, la Banque centrale est indépendante. Hein. Moi, je ne suis pas porte-parole de la Banque centrale, je ne suis pas gouverneur de la Banque centrale. Vous poserez cette question-là à la Banque centrale. Mais, il faut quand même dire une chose. Pendant les deux, 3 dernières années, on a mis trop de pression sur la politique monétaire. Le chef de l'État du temps. Vous avez reconnu avec moi ici que les 400 millions dont on parle, c'est la démonstration du fait que cette fois-ci, on a dit on va aussi jouer sur le levier budgétaire, n'est-ce pas? Donc, en jouant sur le levier budgétaire, nous allons aussi soulager la part qui revient à la Banque centrale. Parce qu'en cette matière, c'est comme un cycliste. Tu ne peux pas pédaler d'un seul pied. Il faut un pied budgétaire et un pied monétaire. Et c'est cette coordination qui aujourd'hui se fait, en tout cas depuis mi-juin, elle se fait de la manière qu'il faut. Le ministre des Finances coordonnant semaine après semaine avec la gouverneure de la Banque centrale pour s'assurer qu'on ne mette pas trop de liquidités sur le marché. Voilà, on ne va pas épuiser les questions du secteur économique. Jérôme, vous aurez le cadre pour avoir le vice-premier ministre et aller en profondeur. On va prendre les dernières questions parce qu'on ne va pas tout épuiser. Mais, monsieur le vice-premier ministre, c'est un sujet qui est d'une importance capitale, y compris pour nous, parce que nous avons des instructions du président de la République à ces sujets. Donc, on va récupérer quelques questions pour nous permettre d'être encore plus s'il y a des zones d'ombre. Question de monsieur Amédée Abou. Sinon, je vais appeler alors madame Rachel Kitita en attendant, Jacques Moulouba, et on terminera par Fabrice pour une question en lingala. Bon, Amédée, soyez galant, madame Rachel s'est déjà levée, on commence par elle, puis ce sera vous. Je vais demander à Jacques d'avancer, et il y a la question de Fabrice, on va terminer avec ces 4 questions. Allez-y, madame, s'il vous plaît. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Une petite question au
vice-ministre de l'économie, vous parlez des tracasseries, une énième réunion qui va se tenir pour finalement prendre des décisions au nom de la continuité de l'État. La population à laquelle vous faites allusion dénonce depuis des années et des années des barrières qui sont érigées, les pauvres commerçants qui sont rançonnés, et vous le dites si bien, parfois même avec la bénédiction des gouverneurs. Pourquoi vous n'allez pas directement à des sanctions exemplaires pour que finalement ces commerçants puissent exercer librement, plutôt que de tenir encore des réunions qui vont tirer les choses en longueur? Alors, excusez-moi, monsieur le porte-parole du gouvernement, justement, ces barrières parfois sont levées, mais quelques temps après reviennent. Et là, ça pose même l'efficacité des mesures que prennent le gouvernement. Et aujourd'hui, monsieur le porte-parole du gouvernement, la population a comme l'impression que le gouvernement souffre de ces mesures qui ne sont jamais appliquées. Pratiquement toutes les mesures qui sont prises, à un certain moment, on exécute et puis après, on revient, et parfois même plus que ce qui a été fait avant. Les exemples sont légion. Madame Rachel, je veux introduire la réponse et le VPM va me compléter. Nous comprenons l'entraînement ou la nécessité pour nous d'apporter rapidement aux réponses de nos populations. N'oubliez pas, le vice-premier ministre vous a dit tout à l'heure que nous sommes là, ça fait 2 mois. La continuité de l'État. Je continue, s'il vous plaît. Les gouverneurs de province, quand ont-ils été installés? Le vice-premier ministre vous a donné un élément essentiel ici, je ne sais pas si beaucoup l'ont capté. Il a dit: nous dépensons pour les provinces. Nous rétrocédons aux CTD. Mais pourquoi pensez-vous qu'on le fait? Et donc aujourd'hui, si nous-mêmes nous revenons sur cette problématique, vous dites des mesures, oui, il faut toujours les prendre. Mais lorsque le vice-premier ministre vous dit qu'il y a des importateurs étrangers pour certains qui risquent d'expulsion, ou d'autres qui risquent Makala, je ne suis pas sûr que vous avez avant lui entendu un vice-premier ministre de l'économie s'exprimer avec une telle fermeté sur ces sujets-là. Donc, il faut nous accorder les bénéfices du doute et nous voir à l'ouvrage, parce que la première ministre est très claire à ces sujets-là, dans la suite d'ailleurs de ce que nous dit le président de la République. Je vous épargne des détails des conseils de ministres, des réunions que nous avons avec le président de la République sur les sujets. Pourquoi pensez-vous alors que la première ministre va réunir à la fois défense, intérieur, économie, justice, pour parler d'économie? Les tracasseurs sont prévenus, d'où qu'ils soient, ils auront la fureur de l'État. Voilà. Monsieur le vice-président. Aujourd'hui, c'est vous qui posez les questions, c'est nous qui répondons, mais je peux me permettre une petite question. Quand est-ce qu'on a vu le passager d'un bus se rebeller contre un policier qui tracasse le chauffeur? On a vu ça. Il y a un membre du gouvernement qui nous a fait état d'un bel exemple, et pas de moi, ministre de la Défense, vice-premier ministre, ministre de la Défense. Il devait aller sur la route... Kouilou, il allait dans le Kouilou. Il allait dans le Kouilou, et donc il envoie une délégation qui est partie non annoncée et qui lui a rapporté le nombre de barrières. Et puis quand son étude d'avance s'est passée, le nombre de barrières avait diminué. Et le jour où il est passé, il y avait 0 barrière. Et à son retour, le jour où il rentre, il y a toujours 0 barrière. Et quelques jours après son retour à Kinshasa, il a envoyé des collaborateurs qui ont trouvé que les barrières commençaient à revenir sur la route, sur la même route. Donc, il y a des gens qui travaillent en réseau, mais c'est des phénomènes qui sont censés être connus des autorités locales, parce qu'un administrateur de territoire, il est censé savoir il y a combien de barrières sur son territoire. Un gouverneur de province, il est censé savoir il y a combien de barrières sur les principales routes dans sa province.
cette fois-ci, autant les éléments ou les agents de la police ou de l'armée qui s'adonneraient à ces pratiques seront radiés de ces corps, les autorités provinciales et les autorités locales seront tenues responsables de ce qui se passe dans leurs cités respectives, et autant les ministres responsables des services qui sont à la base de ces tracasseries seront également tenus responsables de ces... Nous pensons que c'est de cette manière-là. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, le jour où il y aura une clameur sociale contre ces tracasseries, elles prendront fin. Le jour où la société dans son ensemble va dire « stop, nous n'en voulons plus », elles prendront fin. Je parlais de la responsabilité des ministres ou des responsables ou des officiers ou je ne sais pas. Mais cette responsabilité, elle découle aussi du fait que si vous envoyez des agents en mission, pour une mission précise avec des règles d'engagement bien définies, vous devez assurer qu'ils aient une ration qui leur permette de vivre pendant la mission plutôt que de vivre sur le dos de la population. Nous en appelons, le gouvernement en appelle à la presse, à vous de la presse, à la société civile, de prendre fait et cause pour cette question. Parce que non seulement que ça rend l'accès aux biens de première nécessité difficile, mais ça diminue la force de l'État. Mais l'État, sa force, il la trouve dans la société. C'est les différents corps de la société qui donnent à l'État sa force. On entend souvent des campagnes, et le gouvernement est généralement sensible aux campagnes qui sont lancées par différents segments de la société civile pour telle ou pour telle autre cause. Faisons de cette cause de tracasserie sur des routes une cause nationale. Voilà, nous allons nous mettre à contribution, Monsieur le Vice-Premier ministre, pour assurer le suivi. Pour cette fois-ci, nous allons prendre les questions rapidement en série, comme ça nous les ramasserons une fois pour toutes dans nos réponses. Monsieur Amédée, allez-y s'il vous plaît. Amédée Mora, pour les comptes de Deskeco, médias spécialisés sur l'économie économique et financière. Monsieur le VPM, depuis que vous avez commencé, vous nous parlez du conjoncturel. Je voudrais vous faire part d'une observation en tant que chroniqueur économique. En 2006, j'avais publié un papier, j'étais alors au journal Les Potentiels. J'ai publié un papier sur la poussée du désert dans l'Afrique australe. Et dans ces papiers-là, j'interpellais les gouvernements pour dire que les gouvernements devaient saisir cette opportunité pour investir massivement dans l'agriculture de manière à subvenir à tous les besoins, ce qui concerne l'alimentaire, et justement sauter sur le marché de l'Afrique australe. On était en 2006, monsieur le ministre. Aujourd'hui, nous sommes en 2024. 18 ans après, on parle toujours de pénurie de maïs. Vous comprenez que de tous vos prédécesseurs, de tous les gouvernements qui sont passés, on n'a pas agi sur les structurels. Alors, ma question, monsieur le VP, c'est que, il y a Jérôme qui l'a évoqué ici, nous avons 6 milliards de dollars de réserves internationales. Et ces 6 milliards, ça correspond à 4 mois d'importation des biens et services sur ressources propres du gouvernement. Nous savons que les banques centrales africaines, ils ont un critère de convergence de 3 mois. Mais là, nous sommes déjà à 4 mois. Et le FMI, dans le dernier communiqué sur la revue, il conseille le gouvernement à continuer à pomper les réserves internationales. Alors la question, c'est de savoir, vous êtes ministre de l'économie, quand est-ce que les réserves internationales pourront aider la RDC à investir dans les structurels de manière qu'on en termine un peu, on en a marre de voir des VPM qui circulent dans les pays de l'Afrique australe pour chercher le maïs. Vous conviendrez avec moi que ce n'est pas normal. Ça, c'est la première question. La deuxième question, par rapport aux subventions que vous allez apporter sur les produits pétroliers, il y a un débat, monsieur le VPM.
c'est vrai que l'idée du gouvernement, c'est d'impacter sur les prix, surtout des produits de grande consommation. Mais c'est fait que les bénéficiaires de cette mesure, il y en a notamment les miniers. Moi, je parlais avec un haut cadre de la SNEL qui m'a dit que les miniers, dans les Katanga, ils utilisent des millions de mètres cubes de produits pétroliers. Alors, imaginez que le gouvernement congolais soit en train de subventionner les opérateurs miniers. Ça n'a aucun sens. Mais je crois qu'il y avait déjà une mesure qui avait été prise dans ce sens. Ça n'a jamais été appliqué jusqu'alors. Il n'y a pas seulement les opérateurs miniers, il y a aussi les agents du système des Nations Unies. Pourquoi le gouvernement congolais devrait subventionner les produits pétroliers utilisés par la MONUSCO et autres? Voilà. La question, qu'allez-vous faire par rapport à voilà. ça? Merci. On va prendre celle de Jacques Moundouba. Merci, Monsieur le VPM. Ma question avait été effleurée en partie par Jérôme Sekala, mais je suis resté sur ma soif puisque je n'ai pas trouvé vraiment une très bonne réponse. Il a évoqué le cas de la DGDA et par rapport au train de mesures. Peut-être la DGDA qui aura de mal à atteindre ses assignations. Et je parle du cas de l'OCC également, vous avez cité. Ça peut peut-être entraîner un assainissement du personnel qu'on verra sur la rue ou devant les ministères pour réclamer un peu. Et peut-être le cas de l'ONATRA également. Alors, ces mesures ne vont-elles pas influencer les budgets nationaux? Est-ce que le gouvernement n'est pas en train de déshabiller Saint-Paul pour habiller Saint-Pierre? Deuxième question, Monsieur le Vice-Premier ministre. J'aimerais atterrir avec vous. Vous avez tout à l'heure énuméré les différents éléments qui entrent dans la structure de prix, qui occasionnent peut-être l'augmentation du prix d'un produit. Alors j'aimerais, avec les études que vous avez menées, avec les produits que vous avez ciblés, de manière concrète, dites-moi le prix exact. Aujourd'hui, un sac de riz de 25 kilos se vend, je crois, à 80 000 francs. Si c'est les riz parfumés, c'est un peu plus cher. Alors avec ces trains de mesures, ça sera vendu à combien à peu près? Nous reviendrons avec le vice-premier ministre les moments venus pour faire le point avec vous de l'application de mesures. Mais je ne vous laisserai pas continuer dans la réflexion que vous avez commencée parce qu'elle peut être dangereuse. Le vice-premier ministre a parlé de 9 produits. Je n'ai pas la liste de tous les produits qui sont importés, qui vont nous permettre, nous, de soulager, parce que le président de la République s'est engagé, et donc ça va nous permettre, avec les mesures d'encadrement qui sont prises, de voir pourquoi pas quelles sont les formules qui peuvent éventuellement arriver en termes de compensation. Donc ici, il ne faudrait pas donner l'impression aux Congolais que parce qu'on a choisi 9 produits, des denrées alimentaires, ceci va totalement déstructurer ce qui est généré pour la DGDA ou l'OCC et tous les autres. De toute façon, le vice-premier ministre a des mots plus précis que moi à ce sujet. Madame, une question s'il vous plaît, et puis on prendra celle en lingala. J'ai 2 petites questions, 2 petites secondes. Et je vais les poser en lingala. Ma première question, Ezali Akoyeba, voilà. Nini nde zalaka à la base ya retard ya paye ya ba congolais parce que mingi toyoka ka basali congolais baza ko réclamer 5, 6, 10 mois voire même plus ya ba arriéré alors que économie ya mboka mata ba recette ya mboka ezali komata. Alors ma question ezali ya koyeba quand est-ce que problème yango ekozala résolu une bonne fois pour toutes, j'allais dire. Voilà question à Liboso. Yami Balé, monsieur le ministre, ezali akoyeba face ya passe oyo ba congolais baza ko vivre chaque jour mikolonion so passe ezali komata. Alors nini gouvernement congolais azali ko bongisa en court, moyen, topé en long terme pour na soulager portefeuille ya ba congolais. C'est ça mes questions. Au PC comme on a organe de presse na oté madame. Martine Ouema. Voilà. Fabrice Yakato Silisa, Amtuna. Matondi mingi Thomas Patrick Bouyaya, Zambi na ali na mituna moko na Kikongo, moko na Lingala na Ntoma akoyangela kama mbia libombo solo otalisi na baye kolo Congo démocratique ndenge nini ozui ebonga na yo oko tambisa yango nzoka nde mikakatano ezali maike na kati ya libombo baimboka bako somba biloko na talo makasi mbongo ezali ya komata makasi
nini okosala po ete okitisa lobiko ya bai Congo démocratique na kikongo ngena zonza yau samuti bana ya insi ya Congo bao banso banukuwa bao kuwa inki mutindu mbuta Daniel pardon Mukoko Samba ake na sala kisalu na yau na yandi na insi ya Congo démocratique na mwana mboka Patrick Muyaya lokola molobeli ya mbula matali ekolo Congo démocratique Zambie na likita oyo bosalaki na nkumu ekolo Congo démocratique oyo ezali conseil des ministres alobaki ete esengeli na ntoma koyangelaka mambi ya bokengi ntoma koyangelaka mambi ya bosembo pe mbula matali mobimba basala na lombango po ete bai Congo démocratique bazwa carte d'identité oyo ezali bloqué wapi et puis to komi wapi na mission oyo nkumu ekolo Congo démocratique apesaki bantoma bandeko na ya mosala pe olandi na bilili ndenge nini stade des martyrs etekami solo etekami est-ce que mbula matali Congo démocratique eyebani parce que babani déjà kotonga na stade des martyrs ndeko est-ce que penza ba oki koteka stade des martyrs Yami Balé, Naroyano Lanoki Noki, ma carte d'identité, je crois que Torozo Ngawa, na VPM y a intérieur pour aller moller la biso posa bakambo et tali Moussalanae. Bobo Sanate, Tozana ministre à justice. Oyo, biloko nyoso tuwana ya mike. Tozo landelango. Parce que moi aussi j'ai vu, na monaki vidéo ya ministre Boudimbo, na parti wana stade. Je crois que ba investigation ici bandi tokoye la binope ba détail kasi po beti li solo ya stade ngala lingaki pe to beta li solo et loko moko président betela ki sete mingi ya ba événement et les kaki na palais du peuple topé les kaki côté AGLM. Je crois que botala ki ba procès au Salamaki, je crois que na conseil des ministres landaki mokonzambo kalobaki na ba service nyonso pe biso nyonso toza la vigilant. Ozomona biso tozana ba priorité ba urgence ebele mais ba dongolo miso parfois ba lukaraka kabilo kwa mike bongo wana basala mo infiltration ba mémoire mobulu na mboka kasi baroye bake nyonso en tout cas au état de biso l'État a reçu à disposition à un niveau ministère intérieur topé na police pour na sanctionner toute intention na ba comportement nyonso n'engona parce qu'il faut pas troubler quiétude de la population d'être dans le poteau voilà. Monsieur le vice-premier ministre, bien. Vous avez même une question bonus à quiconque. Amédée a raison, il faut travailler sur le structurel. Vous avez parfaitement raison. Il faut travailler sur le structurel parce que et loin de nous l'idée de dire que nous sommes venus ici annoncer les décisions qui vont régler tous les problèmes. Je vais vous donner un chiffre ou deux chiffres, si vous vous permettez. Au début de cette année, enfin, il y a des études qui sont faites de manière assez régulière pour voir combien coûte un panier alimentaire. Panier alimentaire, oh, il y a ces penza, donc il y a fromage thé, il y a saucisson thé, mais panier alimentaire, oh, il y a ma sangu, huile de palme, hein, ma futa, moi mungwa, kabiloko na madesu, à base de maïs, à base de manioc. Au début de cette année, panier alimentaire, on a calculé sur base, il y a famille, il y a batumitano, papa, maman, na bana misato. N'est-ce pas? Papa, maman, na misato. Pour balayer, moi, foufou, ya maïs, ezala, ma desu, ezala, ma futa, ezangate, mungo, ezala. Au début de cette année, 70% des ménages congolais ont du mal à accéder à un panier alimentaire à base de farine de maïs. 63% ont du mal à accéder à un panier alimentaire à base de farine de manioc. Est-ce que ça, ce n'est pas des chiffres qui doivent interpeller le gouvernement? La réponse est oui.
est-ce qu'en pareille circonstance, il ne faut pas considérer que c'est une vraie crise? La réponse est oui. Et ça justifie le fait que le chef de l'État, le 30 juin, dans son allocution, le 12 juillet en Conseil des ministres, le 26 juillet en Conseil des ministres, le 7 août, quand il revient de Bruxelles. Il revient de Bruxelles, il réunit un Conseil des ministres restreint sur cette question. Je sais que vous étiez en train de travailler sur ces mesures, j'aimerais les voir moi-même. Expliquez-moi, qu'est-ce que vous avez prévu? Ça, c'était mercredi de la semaine passée. Et vendredi, on dit maintenant on décide. Parce que le moment est venu de dire nous devons faire quelque chose. Pour famille wanaya, papa, maman, nabana, misatu, bazwa moi souffle. Ya kosomba madesu, kosomba masangu, kosomba mafuta pour ya kolia. Nous n'avons pas touché aux produits, nous n'avons touché qu'aux biens alimentaires. Et même pas à tous les biens alimentaires. Poisson, viande, lait, sucre. C'est ça qu'on a touché. Avec pour intention d'avoir un impact immédiat. Tozonga après potoyeba ndena yebisi lelo ba stock ezana kati ya mboka te. Ogono yebisa ye kitsa gouvernement lobi fo biloko kita. Ya lobinga na sina futaki droit de douane na. O na sina futela yango redevance boy. O na sina futela yango zelana na sisa koteka. Oyo ba stock yeko ya wana ndena ko kitisa. C'est ça qu'on va faire. Yango tokovanda na bango tolobi ozana combien en stock ou combien to tient na PV poto yeba stock wana soke sili stock a sika weko ya il faut être comme on a pris assez et donc le structurel, bien sûr on doit travailler sur le, on ne peut pas continuer à vivre avec des déficits en maïs, vivre avec des déficits en huile. On doit travailler sur les structures. D'ailleurs, on y travaille. Parce que le ministre de l'Agriculture, le ministre d'État va lancer bientôt une campagne agricole. Le gouvernement a déjà levé l'option de financer. On va mettre de l'argent dans la campagne agricole. Et on a identifié les produits sur lesquels on veut travailler. C'est le manioc, le maïs, le soja, le haricot, le riz. Et le ministre de l'Agriculture nous dit, c'est bien, mais nous devons commencer par les semences. Le pays ne produit pas de semences. Donc, un montant a déjà été décidé pour lancer la production sémencière en commençant par le maïs et relancer le centre de recherche du maïs qui est en léthargie dans les Kasaï. Donc, il y a des programmes qui se mettent en marche. Mais plus loin, le gouvernement maintenant décide de cesser de réfléchir en termes de, voilà, on va faire le maïs ou bien on va faire le manioc, mais de réfléchir en termes de l'économie du maïs. Les lots sont importés parce qu'on n'aura pas de choix pour éviter crise. Tout à l'heure, on a précisé nos chiffres. 70% des ménages qui ont du mal à acheter un panier alimentaire de base. Oh, il y a maïs, haricots, lait, sel, kamoa panier wana. Maintenant, imagine que ce ménage-là, que le prix du maïs atteint 100 000 francs, 120 000 francs du jour au lendemain. Mais la vie devient intenable pour ce ménage. Donc, le gouvernement a anticipé en disant, cette année, nous allons éviter que prix à maïs na Grand Kasaï, Grand Katanga et connaître croissement au Nengeleka qui l'année passée où le sac à Lubumbashi avait atteint 100 000 francs, le sac de 25 kilos. N'est-ce pas? Mais comme je vous dis, les Losotovito Kotissa, 2 millions de tonnes de maïs. Donc c'est pourquoi nous avons, au moment où je vous parle, nous travaillons avec des privés qui ont manifesté de l'intérêt pour investir dans l'économie du maïs en disant nous, ça nous intéresserait d'être assistés par le gouvernement pour
construire des silos, par exemple, tout le long de la gare, il y a SNCC dans la région du Kasaï. Parce que le maïs doit se conserver. C'est un produit qu'il faut conserver. Et vous devez avoir des minoteries pour le moudre. Mais les lots attendent de produire. De produire en abyss au moins 3 millions de tonnes. Nous perdons 30% post-récolte. Pour une conservation des amabés. C'est pourquoi le gouvernement a levé l'option de réfléchir maintenant en termes d'économie du maïs. Ce n'est pas simplement pour payer paysans, semences, mais non. Vous payer semences, base en rendement, il y a bien. Et vous pensez maintenant, déjà, parce que celui qui va construire des silos, il aura intérêt à ce que le silo naisse à la videté. N'est-ce pas? À partir du moment où les paysans savent que maïs, bazali, parce que le maïs, on peut le conserver sur une certaine période, sans que ça s'abîme. Mais si vous avez dans les cases, dans des sacs, quand même le sol, le maïs va, maïs et obéba. Alors, Amédée, cette affaire de réserve, nous en avons 6 milliards, mais tous on pour financer l'économie. Les réserves internationales, c'est une épargne. C'est ce que vous gardez en cas de... Pourquoi Tolobaka? Ça représente 4 mois d'importation. Cette phrase-là veut dire quoi? Cette phrase veut dire, supposons qu'il y ait, je ne sais pas quoi dans le monde et que nous pouvons tenir 4 mois. Diminuez ces réserves aujourd'hui, diminuez-les. D'ailleurs, c'est la première fois qu'on a atteint 6 milliards. La première fois depuis que ce pays est indépendant. On atteignait difficilement 1,7 milliard. C'était le plafond. On considérait que c'était le plafond. Ce plafond a volé en éclats. Aujourd'hui, on est à 6 milliards. Et on peut continuer. Ça rassure. Avec ce niveau de réserve, rupture, il y a carburant, c'est impossible. Parce qu'il y a assez d'argent dans le pays pour faire face. On a besoin d'importation. Alors, subvention pour les miniers, ils ne sont pas éligibles au remboursement des manques à gagner. Le soja. Et nous continuons à faire cet effort. Vous savez qu'il y a un dispositif, il y a marquage moléculaire. Dans les produits pétroliers. D'ailleurs, les ministres de mines, ministres hydrocarbures, au Kende Katanga, semaine pour la Makambo. Marquage, mais tu as dit que fraude des Amingi. Fraude des Amingi, la frontière sud, les Amingi, quand tu montes vers le Haut-Ouélé, carburant à Ouganda, prétendument, ils ont côté pas Kende Sud-Soudan, mais ça se retrouve sur le marché, ça vient perturber. Nous travaillons sur tout ça pour étendre le marquage moléculaire à travers notre ami Moulumba est encore revenu, mais bino bozi ba mesure wana ba mesure tozu wana oyo kende na trésor public ezani droit d'entrée TVA wana ya ofida DGDA plutôt DGI. Oui, tikali les années. Donc, tous années, papa moko abota bana belé. Alors il dit yo kende kozwakawana, yo lela kawana. À la fin, qu'est-ce qui se passe? Souba sali bilanga. Et la récolte sur les commis, il n'y a rien à récolter parce que bana basi bali amios. Donc maintenant, ce que nous disons, nous demandons à certains de ces enfants, yo longwananu, yo tigananu maïs on école là pour. En fait, c'est un peu l'État qui se discipline et qui veut discipliner ses démembrements. Pour Toboïté, OCC a besoin de bon pour ça, Moussalanaye. Toboïté, OGFM a besoin de bon pour ça, Moussalanaye. Mais nous devons aussi savoir faire la part des choses entre la recette collectée et la ressource dont ils ont réellement besoin. Ce qui est recette collectée, les qui n'ont besoin. Mais
comme je vous dis, si je veux caricaturer, quand on importe, 59% est la valeur et la marchandise. 22% est le prélèvement et l'État. 19% est la logistique, c'est-à-dire transport. Si on touche 59%, on a pour les marchandises, ça coûte ce montant. Tu touches logistique parce que ça transport. Tu touches les 22 wana. C'est là l'intervention de l'État. Et c'est là que nous avons retiré quelques briques en nous assurant que Ndako et Kokoyate, tu retiré quelques briques, mais la colonne est en Makasi, Ndako et Kokoya Nangote. Martina, elle a arriéré de salaire. Bon, la fonction publique a arriéré de salaire à août, les autres ont fait ma semaine. Ministre des Finances Doudou Assia Lobaki a salaire et nous allons sauter. Voilà. Mais c'est vrai, dans la structure, nous avons le Transco, on appelle ça comme exemple, on a barriéré ça. Mais barriéré ça pour l'année. Dans le Transco, tu vas foutre à combien? 500 francs la course. Attends, outil Kinko Leguna, 500 francs. Prix Wana, c'est depuis 2014. 2014, carburant, ils ont combien? 10 ans, le gouvernement tient Transco pour faciliter les tâches dans la population. Et le ministère de l'économie verse chaque mois une subvention pétrolière. Carburant oyo, bis Transco et Roulakanango. Carburant oyo, Transacademia à Roulakanango. Carburant pour la Congo Airways. Carburant pour la SNCC. C'est subventionné. C'est chaque mois que le ministère de l'économie met de l'argent à la disposition pour bazanga carburant. Surtout la subvention, bon, vous savez ce qui va se passer. Tarif est au Le problème, c'est que quand on garde le tarif à ce niveau pendant longtemps, au Bakissinamwa, erreur de gestion, recettes et ococate pour payer convenablement et payer régulièrement les travailleurs. Et nous continuons. Fabrice, dans ça, merci à nous, dans moi l'ingala. Et quelqu'un qui Congo ya mukeka. Qui Congo ya vous. Vous allez ya vous qui Congo qui bête on mbanzangu mfutuma que vous va kadi tumeni que zai. Ya le baraki Congo akuna. Iyo ngi Congo à l'état. Mute na sina ya nous bien. Likambo gouvernement linga sala, gouvernement lingi biloko oyo toliaka ezala loso, ezala nyama, ezala poisson, ezala loso, nasina lobaki loso, masangu, ezala mafuta, sucre, biloko wana talo nango ekita. Tokitsa talo nango ndengeni, tokitsa talo nango na na benga ngoni. Ba pako oyo l'État tchaka na biloko wana. Soki uti pa bapaya. Tokitsa ngo pe na kolongola ba barrière etondi na banzela. Outa kikwito koma awa, outa soki wapi po koma Kinshasa, outa soki ba policier bakanga yo atana nzela mai. Atana nzela mai, uta mbandaka kitabo. Utata awa na bandundu awa na mai ndombe oya awa soko kukutana na ba FARDC force navale soko kukutana na banani kende awa to kende awa na nani awa na nsele awa na maluku. Ça c'est le théâtre de la mort. Et na Carrefour wana nani amona kangote. C'est au vu et au su de tout le monde. Maintenant, gouvernement lobby, ça doit finir. Voilà. Vous allez policiers, bakangi wana, tu seras radié de la police. Voilà. Voilà. Monsieur le vice-premier ministre, excusez-moi, nous avons terminé cet exercice. Est-ce qu'il y a encore quelque chose à dire en 10 secondes? En 10 secondes, cet effort n'est pas un effort ponctuel. C'est un effort qui va se poursuivre avec le même objectif.
redonner du pouvoir d'achat aux Congolais. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça c'est des décisions conjoncturelles qui devraient avoir un effet immédiat. Nous continuons les études et les analyses sur les pratiques commerciales. Nous allons sévir. Mais on va dire, sur les pratiques commerciales, dans un premier temps, nous allons parler aux opérateurs économiques. Nous allons dialoguer en disant, bon, Botikana nous paye. Attaque ne sait quoi, soit Kamoutongo, soit Kaïka, soit Kaïka, aussi c'est Makila et puis après. Il y a des pratiques qu'il faut arrêter. Troisième étape, Nabissé Ozala, Total Alikamboya, coût de transport. Nous sommes le pays avec le coût de transport au kilomètre le plus élevé en Afrique. Conteneur 40 pieds. Et Utisoki Wapi, et l'Ekina Point Noir, et Komi Matadi, à $2,500. L'Ongolango na Matadi, on a Kinshasa 3,000, $3,500. On doit quand même se poser des questions. Quelles sont ces pratiques, quelles sont ces charges qui font que déplacer un conteneur qui vient de milliers de kilomètres, le déplacer sur 365 km coûte plus cher que le déplacer sur 8 000, 9 000 km. Il y a quand même un problème. Voilà. Mais ça va demander des analyses beaucoup plus approfondies. Et je reviendrai si... mais évidemment, mesdames et messieurs, merci. L'exercice de ce soir était long, mais il était nécessaire pour vous permettre de comprendre comment le gouvernement travaille à traduire en acte un engagement ferme du président de la République. Je pense que vous avez été édifiés suffisamment et nous comptons sur vous pour que vous aussi vous puissiez faire non seulement le travail de relais, mais aussi le travail de contrôle dont le vice-premier ministre a parlé tout à l'heure. Bissonio se photos à la vigilant et impliqué parce que ceci nous concerne tous. Pour ce qui nous concerne, nous revenons encore avec différentes stratégies mises en place pour qu'on s'assure que nous avons fait notre part pour baisser les coûts. Première nécessité de ces fêtes à le achat de Congolais. Monsieur le vice-premier ministre, merci. Bonne soirée chez vous. Bonne soirée.